Bonjour à tous. Dans la deuxième partie de la Grande Table, aujourd'hui, votre Grande Table des idées, comment sortir du silence démocratique? Quelle parole devient légitime? Invité l'écrivaine et académicienne Danielle Salnave, auteure de Paroles en haut, Silence en bas. C'est chez Gallimard dans la collection Tracts. Mais d'abord, s'oublier ou se chercher, fugue ou fuite, habiter une langue comme on habite le monde. Elle est écrivaine et metteur en scène. Elle publie aux Équateurs Tu marches au bord du monde, un roman d'apprentissage qui prend sa source en Roumanie et qui se termine ici et maintenant. Alexandra Badea est notre invitée à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr. La Grande Table, Olivia Gesbert. C'est un roman, Tu marches au bord du monde, mais c'est un roman qui parle beaucoup de vous, comme souvent. Bonjour Alexandra Badea. Bonjour. Merci à vous d'être avec nous. Vous êtes née en Roumanie, vous avez fait là-bas des études d'art dramatique à Bucarest. Vous y êtes née à quel moment de l'histoire ? Je suis née en 80, je suis née en pleine guerre froide, quand il y avait encore le mur de Berlin. Et donc j'avais 10 ans au moment où le mur est tombé, au moment de la Révolution. Donc mon enfance a été marquée par cette période d'histoire. Et je pense que la fin de l'enfance, c'était le moment où j'ai vu les chars défiler sur l'avenue où j'habitais. Aussi le moment où j'ai vu les chars dans mon square, où on jouait avec des enfants. Donc il y a eu une rupture brutale entre un monde qui était sous l'emprise d'une dictature assez sanglante et un monde qui a accéléré beaucoup trop vite pour nous. Donc je parle dans ce roman aussi de cette transition, de la difficulté de quitter un monde pour entrer dans un monde qui n'est pas plus glorieux. Votre héroïne, dans ce livre, elle a à peu près le même âge que vous ? Oui, on peut dire qu'elle a le même âge que moi. Donc elle a 20 ans en 2000 à peu près. Elle a 20 ans et puis elle grandit, elle vieillit avec moi. Voilà, et elle grandit là, elle est jeune adulte, 18-20 ans, même si son âge n'est pas directement énoncé, dans cette Roumanie, après l'effondrement du communisme, celle que vous venez d'évoquer justement. Le roman s'ouvre sur son quotidien, sans surprise, comme vous l'écrivez joliment, elle avance difficilement sur une route condamnée. Sa vie reproduit un schéma défini, alors elle va essayer de voir si elle peut s'en échapper, mais la petite porte de sortie est extrêmement mince. À quoi ressemble le pays qu'elle va quitter pour la France ? Comment vous décrirez cette Roumanie si particulière des années 2000, à la fois dans sa géographie, et vous racontez ces grands immeubles gris, ces avenues qu'elle parcourt, mais aussi dans la mentalité qui habitait la ville ? C'est une Roumanie qui garde quand même l'empreinte de cette dictature. C'est une Roumanie qui est encore sous l'emprise de la peur, de la terreur, du jugement de l'autre, d'une injonction aussi à la réussite. Donc c'est un pays où c'est très difficile de s'affirmer en tant qu'être humain authentique. Et elle part aussi en France, elle part après dans d'autres pays du monde pour chercher autre chose, pour chercher un autre horizon, pour se construire, pour se déconstruire et pour devenir qui elle est vraiment. J'adore cette phrase de Nietzsche, devenir qui tu es. C'est un peu le fil qui la pousse dans ses voyages, dans ses errances, dans ses fuites. C'est trouver son chemin, comme elle l'écrit sur des petits morceaux de papier. Tu fais en sorte de ne pas surcharger tes valises de trop de sentiments, tu vis tout. Ça, c'est juste avant son départ pour la France. Vous qui avez fait l'expérience du départ aussi, Alexandra Badea, partir léger, c'est le secret pour un voyage réussi. Qu'est-ce que vous avez laissé là-bas ? Tout, l'essentiel, le plus possible ? C'était pas vraiment un départ pour moi parce que ça n'a pas marqué une rupture. Moi, je suis en lien avec la Roumanie, je travaille, je fais des mises en scène, je garde quand même un contact assez fort. Donc pour moi, c'était pas vraiment... j'ai pas quitté ce territoire. Et je pense aussi que je me suis construite entre les deux cultures, et pas que entre les deux cultures, mais aussi entre toutes les cultures que j'ai pu traverser pendant mes résidences d'écriture, pendant mes voyages. Donc pour moi, disons que le départ, c'était moins violent que pour mon personnage. On n'a pas vécu du tout la même histoire. On est quand même dans une fiction, dans ce roman. Donc, même si je projette beaucoup de choses que j'ai pu traverser et beaucoup de crises qui m'ont
qui m'ont façonnée. C'est pas du tout mon histoire personnelle. Donc là, il y a une différence fondamentale. Moi, je suis partie assez légère, oui. Je suis venue en France pour pouvoir être en lien avec le monde. Parce que quand je suis arrivée la première fois en France à 12 ans avec mon père, qui est professeur, qui avait des liens avec des universités françaises, ma plus grande découverte et la révélation que j'ai eue, c'était de voir tellement de corps différents, tellement de voix différentes, des accents différents, des langues différentes dans les rues de Paris. Et c'est pour ça que j'ai choisi cette ville et c'est pour ça que je continue de vivre ici, parce que c'est ce côté multiculturel qui m'inspire. Et comme j'ai vécu pendant les premières 10 ans de ma vie dans un pays où on n'avait pas du tout l'horizon de partir, de le quitter, on ne pouvait pas rencontrer des étrangers, on ne pouvait pas connaître ce qui se passait au-delà de nos frontières. Donc on était dans un enfermement assez difficile à supporter. Tout de suite, au moment où il y a eu une ouverture, il y a eu cette envie de partir à la recherche de l'autre. Et c'est en rencontrant d'autres gens qui viennent avec des histoires très différentes que je me suis construite. Et parmi ces rencontres, il y a celle de Wajdi Mouawad, le directeur actuel de la Colline. Alors c'est intéressant parce que lui, justement aussi, il fait une distinction presque générationnelle. Vous disiez, c'était pas une rupture pour moi, c'était moins violent aussi peut-être que pour la génération des parents. Dans son cas, c'était le Liban, pour le Canada aujourd'hui pour la France. On l'écoute. Moi, dans mon cas, la résilience était beaucoup plus puissante que chez moi, que chez ma mère ou mon père, où je m'adaptais parfaitement aux nouvelles réalités. J'en tirais énormément de profit. Je découvrais la langue française en France, je découvrais le théâtre au Québec, je découvrais une nouvelle langue française au Québec. J'en construisais une nouvelle langue poétique qui était la mienne. Et tout ça, devenait très étranger à mes propres parents. Et donc, il y a une sorte de séparation. En plus, séparation des valeurs. Je développais des valeurs qui n'étaient pas nécessairement les valeurs de la maison. C'est comme si je partais en fugue. Plus on partait en exil, plus moi je partais en fugue. Et il y avait une sorte de prise de conscience de la part des parents sur le fait que leurs enfants ne leur ressembleront probablement pas. Donc, il y a énormément d'arrachements pour les parents. Beaucoup de surprises aussi. J'aime bien cette idée aussi de l'art de la fugue. Je partais en fugue, dit Wajdi Mouawad. Oui, c'est exactement la même chose que je ressens par rapport aux générations d'avant. Et je connais en France des Roumains qui sont partis dans les années 70, donc qui ont fui la dictature. Eux, ce sont des exilés. Ils ont eu un tout autre parcours que le mien, aussi parce que le retour était impossible. Pour Wajdi Mouawad, je pense aussi que le retour a été longtemps impossible. Pour moi, il y a eu vraiment cet aller-retour qui m'a donné beaucoup, beaucoup de liberté. Par rapport à l'art de la fugue, il y a un auteur qui m'a énormément marqué, Henri Laborie et son livre L'éloge de la fuite. Et au moment où j'ai découvert son écriture et ce concept de la lutte et la fuite, lui, il dit que à chaque fois quand on est devant un obstacle, on a deux solutions, la lutte ou la fuite. Et si on ne peut pas lutter, si on ne peut pas fuir, on entre dans ce qu'il appelle l'inhibition de l'action. Et c'est ça qui nous fait mourir petit à petit. Mon personnage, quelque part, essaye à la fois de fuir et à un moment donné, elle se rend compte que la fuite ne peut pas produire quelque chose de nouveau en elle. Et à ce moment-là, elle commence à agir et à trouver sa place dans le monde. Et c'est ça aussi pour votre héroïne, cet apprentissage qui va s'avérer parfois lent et douloureux, peut-être comme tous les apprentissages, cet apprentissage du réel. Arrêter de fuir aussi dans sa tête, de faire de sa vie une fiction et de ne pas en accepter aussi les codes. Ça passe par l'ennui, mais ça passe aussi par la rencontre. L'ennui, c'est intéressant parce que quand elle arrive à Paris, elle va d'abord étudier à Nanterre, connaître la vie de campus. Elle va s'installer là encore dans une nouvelle routine, celle qu'elle avait laissée de côté, pensait-elle, à Bucarest, qui va ressembler, cette routine, beaucoup à nos vies, à tous aujourd'hui. Le sentiment d'être enfermé dans un rythme, ce qu'on appelle le métro, boulot, dodo. Quand cette liberté est restreinte, comment vous faites, Alexandra Badea, pour casser la monotonie ? J'écris. Au moment où j'ai commencé à écrire, j'ai trouvé cette liberté intérieure et pour moi, c'est le terrain de la fuite. Je pense que
quelque part, moi, je ne me suis pas détachée de ce que mon personnage connaît au début du roman. Je continue à me raconter des fictions. Et la fiction, pour moi, c'est un moyen aussi de contrôler ce qui m'échappe dans le monde, de comprendre ce qui est incompréhensible parfois et d'inventer d'autres issues. Quand je suis arrivée en France, j'écrivais pas. Moi, en Roumanie, à l'école, on m'a fait comprendre que j'avais aucun talent pour l'écriture. Peut-être que je portais aussi un traumatisme par rapport à ma langue maternelle parce que c'était une langue dans laquelle on apprenait des poèmes patriotiques quand on était enfant. Donc, c'était une langue dans laquelle on n'était pas libre d'exprimer ce qu'on avait envie de dire. On était juste obligé à reproduire par cœur les thèses officielles du régime. Et je suis arrivée en France en 2003 et quand je suis arrivée dans ce pays, je gardais un peu la naïveté de l'adolescence. Je pensais trouver une société idéale. Je voyais ce pays comme un pays idéal où on vit sous cette devise liberté, égalité, fraternité. Et j'ai découvert au bout d'un an ou 2 ans beaucoup d'inégalités, beaucoup de fractures, beaucoup de violence aussi. Et je pense que vers 2009, il y a eu vraiment une désillusion tellement forte et j'ai eu besoin d'écrire sur ça. Dans mon premier texte, Monde d'emploi, qui est publié à l'Arche Éditeur, ça parle de ça. Et ce qui était assez particulier, c'est que le texte venait dans les 2 langues. Parfois, je parlais en français, parfois je parlais en roumain. Et à chaque fois, le roumain me bloquait. Et c'est comme ça que j'ai pris conscience que le français, c'était pour moi une langue de libération. C'était une langue où je peux m'écrire toute seule, comme dit à un moment donné le personnage. Donc au moment où j'ai trouvé l'écriture, j'ai senti qu'il y a quelque chose qui se libère, qui s'apaise, une blessure qui se referme. Et j'ai écrit à partir de cette blessure. Et 2009, c'était quoi la déception ? 2009, c'était une accumulation de choses. Moi, pendant les premières années, je devais aller à la préfecture chaque année pour renouveler mon titre de séjour. Il y a eu aussi l'entrée de la Roumanie en Europe, mais avec des droits limités. Et il y avait le commencement des années Sarkozy, avec leur violence, surtout dans le droit des migrants, des réfugiés politiques. Et moi, j'étais considérée à l'époque comme immigration choisie parce que j'avais un bac+5 en France. Donc, j'avais le droit de travailler et de continuer à vivre en France. Mais d'autres personnes avec le même parcours que moi n'avaient pas ce droit-là. Donc, c'est quelque part aussi cette position de privilégié et en même temps ce sentiment d'injustice dont je privilégiais par hasard. Et j'ai voulu aussi parler de ça. Et c'est comme ça que j'ai écrit mon deuxième texte, Contrôle d'identité, qui parle de la situation des réfugiés politiques. Et j'ai commencé à tirer un fil sur cette histoire-là. Tout ça est assez ironique quand on est soi-même déjà en train de se chercher. C'est-à-dire qu'on est étranger à soi-même et étranger aussi pour les autres dans l'environnement dans lequel on évolue. Vous parliez de l'importance de la langue, de cette langue française que vous avez perçue tout à coup comme un espace de liberté. On va écouter les mots à ce sujet du réalisateur cinéaste israélien Nadav Lapid. Il a été ours d'or pour son film Synonyme et on vient justement d'apprendre qu'il sera dans le jury de la Berlinale 2021. La compétition devrait se tenir en ligne, totalement virtuelle, mais voilà, les anciens lauréats, 6 anciens lauréats de l'ours d'or seront dans le jury cette année, dont Nadav Lapid. Sur la question d'habiter une langue, on l'écoute. La langue française, dans un moment de ma vie, était pour moi pas seulement un moyen de communication, mais une rédemption possible d'un passé israélien que je voulais mettre derrière mon dos et plus y jamais réfléchir. Et c'est à ce moment-là où chaque mot en français me paraissait magique, où je pouvais répéter les mêmes mots encore et encore et encore pendant des heures et des heures et des heures, où je trouvais des mots qui, par leur signification, peuvent être obscènes, mais par leur sonorité, me paraissaient comme la plus belle chanson au monde, Sordide, par exemple. J'ai développé un désir de m'enfuir de mon passé israélien et de me transformer en français. Je voulais mourir en tant qu'Israélien, renaître en tant que Français, passer ma vie ici et être enterré au Père-Lachaise. C'était ça mon projet existentiel à l'époque. Voilà, je ne sais pas si vous êtes arrivé aussi avec un tel projet existentiel, aussi bien construit, aussi bien bâti, Alexandra Badea, ou peut-être que vous êtes vous-même arrivé avec un tel projet, mais que comme Nadav Lapid, vous en avez très rapidement construit un autre.
Il y a eu un moment qui m'a libérée. Il y a eu une lecture qui m'a beaucoup marquée, le livre Radicant de Nicolas Bourriaud. Et les premières années que j'ai passées en France, j'avais l'impression qu'on me demande de choisir une identité. En Roumanie, on ne me considérait pas roumaine. Et moi-même, quand j'étais par pur hasard dans des cercles de Roumains à Paris, je ne sentais pas le même élan qu'eux. En France, les gens, même aujourd'hui, continuent à me demander d'où je viens. Donc, il y avait cette difficulté à me placer et à m'attacher à un territoire, à un seul territoire. Et je trouvais ça comme problématique parce que les gens à l'extérieur, ils me faisaient comprendre que c'était problématique. Et au moment où j'ai lu le livre de Nicolas Bourriaud, Radicant, où lui, il parle d'une nouvelle génération d'artistes dans l'art contemporain qui ne peuvent plus être identifiés et catalogués par rapport au lieu d'où ils viennent et par rapport au lieu où ils vivent. Et il les compare à cette plante que j'adore, le lierre, qui prend racine au fur et à mesure qu'il avance d'un territoire à un autre, d'une terre à une autre. Au moment où j'ai compris ça, il y a eu quelque chose qui s'est libéré. Et oui, je peux dire qu'aujourd'hui, si je sais quelque chose sur moi-même, si je peux me définir, je me définirai en tant qu'écrivaine, écrivant en français. C'est la langue française qui constitue aujourd'hui pour moi un attachement et aussi une libération. Tu marches au bord du monde. Alexandra Badea est notre invitée à l'occasion de la parution de son roman Aux Équateurs. France Culture, il est 12h18. France Culture. La Grande Table. Olivia Gesbert. Hey, hey, let me walk with you. I'll carry your burden. Let me walk with you. I'll carry your shame. Let me walk with you. I'll carry your struggle. Let me walk with you. I'll carry your pain. These cold black windows shut out the light from the day. And my heart knows it can't speak what it wants to say. We don't love our neighbors as ourselves. This cold black window shut out the light from the day. Well, hey, hey, let me walk with you. I'll carry your burden. Let me walk with you. I'll carry your shame. Let me walk with you. I'll carry your struggle. Let me walk with you. I'll carry your pain. Ay, what if they shoot where I come from? What if I do what they want done? What if I went back in time, never clean up my act just to prove that I'm on something? Stupid like you do not want none. Maybe they rude when I come home. Maybe they care for me, maybe they cheer for me. Maybe I win in the long run. Maybe I'm losing my cool. I'm just gonna do what I do. I'm doing cool without you. I ain't got nothing to lose. Ain't got me nothing to prove. Ain't got me nothing to do. They told me I wouldn't improve. Told me I'm not gonna move. That is not hurting me. That don't occur to me. That do not worry me. No. What does not murder me? Ain't no concern to me. Don't say a word to me. No. Neighbors been curving me. Haters be lurking me. That made me nervous. You know. Death is a certainty. Living my purpose. The day doing third on me. Yeah. So let me talk to you. Talk to you. You let me take a walk with you. Walk with you. Through this rain. Share this pain in my heart with you. Wish I knew where to start. Let me walk with you. I'll carry your burden. Let me walk with you. I'll carry your shame. Let me walk with you. I'll carry your struggle. Let me walk with you. I'll carry your pain. L'Américain Elias Wallace avec ce titre Walk With You qui est également le titre et le nom qu'il a donné à cet album qui vient de sortir sur le label de Gaël Faye, Excuse My French. Avec nous, la romancière, dramaturge, metteur en scène Alexandra Badea à l'occasion de la parution de Tu marches au bord du monde, un très beau livre roman
paru donc aux Équateurs, qui raconte à la fois cet art de la fugue et cette quête des origines, celle de son héroïne, qui traverse aussi un peu son parcours à elle, ce qu'on évoquait ensemble jusqu'ici. Walk with you. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, Alexandra Badea, vous marchez seule? Est-ce que vous continuez à marcher seule, à chercher ce chemin seul ou décidément, résolument accompagnée? L'écriture, c'est un acte solitaire et j'aime marcher seule et j'espère que je pourrai continuer à marcher seule avec courage. Mais j'aime aussi marcher entourée et j'ai la chance de faire du théâtre. Donc j'ai une compagnie de théâtre et je suis entourée par une petite troupe d'acteurs qui me suivent dans cette aventure. Donc je trouve mon équilibre un peu entre la solitude de l'écrivain de romans et aussi cette effervescence du groupe où on se construit aussi une identité commune. Et c'est peut-être pas par hasard que les acteurs de cette petite troupe avec laquelle on crée au Théâtre National de la Colline depuis quelques années une trilogie qui s'appelle Point de non-retour. Chacun d'entre eux a une histoire très différente, avec des origines différentes. Ils sont tous binationaux. Donc voilà, quelque part, en travaillant avec eux, j'arrive à me comprendre, à mieux me comprendre. Et pour votre héroïne aussi, il y a 2 types de rencontres, hein. À la fois celle des hommes qu'elle peut rencontrer sur son parcours. Elle se construit avec, mais elle se construit surtout contre, hein, au début. Et des figures féminines, comme cette femme archéologue chypriote qu'elle rencontre durant son séjour au Mexique, puis à Amsterdam avec la mère de son amoureux du moment, Yann. Ensemble, elles vont beaucoup discuter du rapport des femmes à la maternité, de l'envie d'enfant. Ça, c'est un sujet qui revient aussi dans certaines de vos pièces, Alexandra Badea, et notamment dans À la trace, hein, avec la metteur en scène Anne Théron. Vous avez monté en 2018 cette pièce où vous interrogiez déjà notre rapport à la filiation, ce que ça signifie d'être mère. Est-ce qu'on peut rompre ces liens-là ou est-ce qu'ils nous survivent toujours, finalement? Il y a cette quête de figure maternelle. Qu'est-ce que ça lui apporte à votre héroïne de faire ces rencontres-là? Je pense qu'elle échappe au fur et à mesure de ces rencontres avec ces femmes puissantes. Elle échappe à un modèle féminin qui l'enfermait. Elle vient d'une éducation, et quand je parle d'éducation, je parle aussi de la famille, mais aussi du groupe social, de l'école. Elle vient d'un univers où on lui demande d'être quelqu'un qu'elle n'est pas. Donc, en rencontrant ces femmes, elle comprend qu'il y a une autre manière de vivre sa féminité. On n'est pas forcément obligé d'avoir un enfant, on n'est pas forcément obligé de se construire à côté d'un homme. Donc voilà, petit à petit, je pense qu'elle devient quelqu'un d'autre aussi par rapport à ses positionnements féministes. Elle apprend à être féministe pendant ce long trajet. Devenir femme, en fait, c'est aussi l'autre question qui va la traverser. Et c'est une question à laquelle vous pensez qu'on ne répond pas de la même manière aujourd'hui qu'il y a 20 ans? Bien sûr, je pense que c'est une question à laquelle on ne peut pas répondre. Je pense qu'on n'est même pas obligé de répondre. Je pense qu'on répond chaque jour différemment et puis les réponses changent. Et pour revenir à cette phrase que j'aime de Nietzsche, qui a été un peu maltraitée par tout le développement personnel, Nietzsche, il parle du fait que quand on devient qui on est, on ne sait pas qui on est. On devient quelqu'un qui est quelque part et qui se forme par rapport à ses rencontres, par rapport à ses expériences qu'on traverse librement. Donc, ce n'est pas un retour à quelque chose qui est immuable. Au contraire, c'est une identité qui est en développement. Comme son développement des idées féministes qu'elle porte tout au long du roman, qui ne sont pas figées à un moment T. Elle est tout le temps en mouvement, elle est tout le temps en marche, en fuite, en lutte. Ça change à chaque rencontre et ça change aussi à chaque rencontre avec les sociétés qu'elle traverse, de la France au Mexique, au Japon, pour finir à la fin dans une ville qui m'a profondément marquée, Kinshasa, en République démocratique du Congo. Voilà, toutes ces sociétés et ces pays qui sont aussi traversés par la grande histoire et les corps, vous le racontez, les histoires intimes, personnelles n'y échappent pas. C'est aussi une question que vous souliez dans l'une de vos pièces, Ketsen, qui fait partie de cette trilogie Point de non-retour que
vous aviez monté pour le Festival d'Avignon en 2019. Paris, Mexico, Tokyo, Amsterdam pour l'héroïne de Tu marches au bord du monde. Dans le vrai voyage, il y a quelque chose de plus. Ça, c'est le fondateur du Festival Étonnant Voyageur, l'écrivain breton Michel Lebris, qui le disait. Il nous a quittés ce week-end. Il était spécialiste de l'œuvre de Robert Louis Stevenson. Il aimait beaucoup les voyages imaginaires. Mais il disait que, au fond, il y avait quand même rien de mieux que le voyage réel. Pour une raison, vous venez de l'évoquer, Alexandra Badea, c'est les rencontres. C'est la spécialité française, ça Bien veut sûr. dire, en chambre, en voyage. Deux choses. Non, il y a un petit quelque chose de différent dans le voyage réel. Bien sûr. Il y a la route, il y a la poussière de la route, il y a la Oui. fatigue dans les jambes, Oui. il y a la rencontre le soir avec les gens. Stevenson décrit très bien cette atmosphère dans les hôtels ou les auberges le soir. C'est vrai. La fluidité des rapports entre les gens qui savent que le lendemain, ils ne se reverront pas et certains codes sociaux s'abolissent à ce moment-là. Et la fatigue, le caillou dans la chaussure. Oui. C'est Nicolas, je crois, qui disait, il y en a qui disent qu'ils arrivent à voyager immobile, mais ceux-là sont vachement forts. Ils sont, moi, chapeau, mais moi j'ai besoin d'y aller voir quand même. Et le besoin d'y aller voir, c'est le besoin aussi de se frotter à l'autre pour Bien sûr. découvrir en retour l'autre en soi. Mobile ou immobile, comme l'évoquait à l'instant Michel Lebris, disparu ce week-end, intérieur ou réel. Au fond, la vraie question, c'est pourquoi faire de nos vies un voyage, Alexandra Badea? Oui, le voyage, c'est une vaste question. Il doit exister pour moi et c'est la chose qui me manque le plus dans ce long confinement qu'on traverse. Mais c'était aussi un temps pour voyager à l'intérieur. Et parfois, à force de trop bouger, à trop chercher toujours ce qui se passe en dehors de nous-mêmes, on oublie cette connexion avec l'intériorité. L'écriture, pour moi, c'est un voyage et c'est peut-être le plus puissant des voyages. Et je pense que si je n'écrivais pas, j'aurais voyagé moins. Et je pense que je continue à écrire aussi pour redonner quelque chose de ces rencontres, de ces petites rencontres essentielles dont il parlait dans l'entretien. Ce qui est formidable dans l'écriture, c'est qu'on peut façonner un autre imaginaire. Et cet autre imaginaire, on l'articule en traversant d'autres imaginaires. Et ces autres imaginaires, on peut les rencontrer juste en se frottant à l'autre. Voilà, c'est les récits manquants. Vous cherchez aussi à reconstituer de pièces en roman. Alexandra Badea, Tu marches au bord de l'eau, vient de paraître aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci.